Nous pouvons imaginer tout ce que nous désirons dans la vie. Pourtant, souvent, ces rêves ne se réalisent pas. Et si le problème ne résidait pas dans nos objectifs, mais quelque chose d'invisible pour nous, Carl Jung l'a résumé en une phrase. À moins de rendre l'inconscient conscient, il contrôlera votre vie et vous l'appellerez destin. Dans cette vidéo, nous explorerons ce qui se passe au plus profond de notre esprit et comment transformer nos vies. En chacun de nous vit une part que nous ne reconnaissons jamais pleinement. Des émotions refoulées durant l'enfance, des moments où l'on nous a dit « tu ne devrais pas faire ça », des aspects de nous-mêmes que nous craignons de révéler, tout ce que nous rejetons et mettons de côté en disant « ce n'est pas moi ». Carl Jung a donné un nom à cette accumulation, l'ombre. Ce mot évoque souvent quelque chose de sombre, de maléfique ou de dangereux. Mais ce n'est pas ce que Jung entendait par là. L'ombre n'est pas notre mal en nous, c'est simplement la somme de ce que nous cachons. Les aspects de nous-mêmes qui ne correspondaient pas aux attentes de notre famille, les émotions jugées inacceptables par la société, les moments de honte, le sentiment d'être piégés lorsque nous paraissions faibles, tout cela s'est enfoui profondément en nous au fil du temps. Et en vieillissant, nous avons recouvert ces parts de terre de plus de terre. Nous avons agi comme si elles n'existaient pas. Mais c'est précisément là que Jung nous met en garde. Ce que nous ignorons ne disparaît pas, il se renforce. Il y a des personnes que nous croisons constamment dans nos vies, des personnes qui nous irritent, nous perturbent et nous glacent le sang. Selon Carl Jung, ce malaise est souvent un reflet. Ce que nous ne voulons pas voir à l'extérieur est en réalité une partie de nous-mêmes que nous n'avons pas acceptée. Si nous jugeons si sévèrement l'arrogance des autres, peut-être avons-nous nous-mêmes une certaine arrogance que nous refusons de voir. Si nous minimisons tant la peur chez les autres, peut-être avons-nous une peur profonde que nous refoulons parce que nous la considérons comme une faiblesse. C'est une idée très troublante, nous le savons. Mais la force des enseignements de Jung réside précisément en cela. Ils ne nous offrent pas une consolation facile, ils nous tendent un véritable miroir. Et être capable de se regarder dans ce miroir, c'est ouvrir la porte à un véritable changement dans nos vies. Rejeter notre ombre ne l'affaiblit pas. Au contraire, cela renforce notre maîtrise d'elle. Chaque émotion refoulée finit par exploser ou s'accumuler silencieusement en nous, nous épuisant. Fatigue constante, manque de motivation, incapacité à profiter de la vie. Autant de facettes de cette accumulation. Alors, que faire? Selon Jung, le premier pas est extrêmement simple, mais exige un grand courage. Voir. S'arrêter au lieu de fuir. Lorsque nous remarquons quelque chose qui nous déplaît en nous, au lieu de le dissimuler immédiatement, demandons-nous « Pourquoi est-ce là ?» Affronter notre ombre ne signifie pas l'accepter, mais la reconnaître. Cela signifie la nommer. Et dès l'instant où nous la nommons, son influence occulte sur nous commence à s'affaiblir. Jung décrivait cela comme une intégration. Non pas détruire l'ombre, mais l'accepter comme une part de notre être. Car plus nous rejetons ces aspects, plus ils nous guident subtilement. C'est en reconnaissant notre ombre que nous commençons véritablement à être libres. Libres non pas des réactions d'autrui, mais des schémas inconscients qui nous habitent. C'est pourquoi le concept d'ombre de Jung, formulé il y a un siècle, reste si puissant aujourd'hui, car on ne peut changer l'extérieur sans regarder à l'intérieur. Et sans connaître notre ombre, on ne peut savoir qui l'on est vraiment. Et c'est être précisément là le plus difficile. L'effort de reconnaître notre ombre nous fait nous sentir faibles ou brisés, comme s'il nous manquait quelque chose, comme si nous n'étions pas la bonne personne. Mais Jung affirme le contraire. Celui qui voit son ombre est celui qui ne se trompe pas lui-même. C'est la forme la plus pure de la maturité. Enfant, nous recensions tout tel qu'il était. Nous nous mettions en colère, nous pleurions, nous avions peur, et nous n'en avions pas honte. Puis nous avons appris. Les hommes ne pleurent pas, ne sois pas si susceptible. Pourquoi es-tu si en colère? Ces phrases, une à une, étouffent quelque chose en nous. Et en étouffant ces sentiments, elles ne disparaissent pas. Elles s'enracinent plus profondément. À l'âge adulte, se demander ce qui se cache derrière ces portes, c'est fondamentalement se tourner vers l'intérieur. Il n'est pas nécessaire de consulter un thérapeute ni de méditer pendant des années pour cela. Parfois, il suffit d'être un peu plus honnête avec soi-même. Lorsqu'un comportement nous dérange excessivement, prendre un instant et se demander « Qu'est-ce que cela m'a touché ?» est un bon point de départ. Le travail sur l'ombre n'est pas un aboutissement, c'est une prise de conscience continue. Et cette prise de conscience imprègne chaque aspect de la vie au fil du temps, nos relations, nos décisions, nos dialogues intérieurs. C'est
Être là le plus grand héritage de Carl Jung. Fuir les recoins sombres de notre être ne nous protège pas, les affronter nous intègre. Dès que nous ouvrons les yeux le matin, nous cherchons à nous conformer à une image, celle de nous-mêmes, celle de nous-mêmes, celle de nous-mêmes. La personne que notre famille attend de nous, le visage que nos amis reconnaissent, le profil que nous projetons dans notre vie professionnelle. Tous ces aspects sont différents et tous, d'une certaine manière, font partie de nous. Mais sommes-nous vraiment nous-mêmes? Carl Jung a placé cette question au cœur de sa vie, et sa réponse était à la fois très simple et profondément troublante. La plupart d'entre nous, sans nous en rendre compte, vivons à l'intérieur des moules que les autres nous ont imposés. Il appelait cela la persona, un concept emprunté au masque de théâtre. Dans le théâtre grec antique, les acteurs portaient des masques pour indiquer le personnage qu'ils incarnaient. Le choix de ce terme par Jung n'était pas fortuit, car nous faisons exactement la même chose dans la vie sociale. Nous enfilons un masque, et avec le temps, nous finissons par croire que ce masque est notre vrai visage. C'est là que réside le véritable danger, car lorsque nous oublions que nous portons un masque, il devient presque impossible d'entendre notre véritable voix intérieure. Cette voix s'estompe, s'affaiblit, et après un certain temps, se mue en un malaise silencieux. Cette sensation familière de ne pas savoir exactement ce que l'on veut, de ne pas comprendre pourquoi on se sent si fatigué, et même si tout semble aller bien, notre fort intérieur est perturbé. Alors comment ce masque se forme-t-il? Tout commence très tôt. Lorsqu'un enfant pose des questions curieuses et qu'on le fait taire d'un silence, les adultes parlent, cette curiosité est étouffée. Lorsqu'un enfant aime dessiner mais qu'on lui dit « Tu ne pourras pas gagner ta vie avec ça », cette passion est silencieusement étouffée. Lorsqu'un enfant est triste et qu'on lui dit « Ne pleure pas, sois fort », ce sentiment est enfoui quelque part en lui. Et les années passent, cet enfant grandit, mais les fragments enfouis demeurent. Désormais, au lieu de se demander ce qu'il veut, il se tourne vers ce que l'on attend de lui. Lorsqu'il prend des décisions, il n'écoute pas sa propre voix, mais la foule dans sa tête, la voix de sa mère, celle de son professeur, la voix du mécanisme d'approbation sociale. Un jour, lorsqu'il s'arrête quelque part et se demande « Que désirais-je vraiment ?» la réponse intérieure leur parvient à voix basse, car cette voix n'a pas été entraînée à s'exprimer depuis des années. Jung n'y voyait pas une tragédie, mais une opportunité, car cette voix est toujours là, silencieuse, mais non détruite, refoulée, mais pas morte. L'entendre à nouveau ne requiert pas de bouleversement majeur. Un thème récurrent dans l'enseignement de Carl Jung est le suivant. La conscience ne s'étend pas spontanément. Il est nécessaire de lui créer un espace. Et cet espace émerge lorsque nous faisons taire le bruit extérieur pendant un instant. Quelques minutes suffisent, assis seuls, en silence, sans rien faire. Et cette première pensée qui surgit en nous, voilà un indice. Souvent, nous la rejetons d'emblée, la jugeant absurde, et passons à autre chose. Mais Carl Jung nous invite à prêter attention à ces moments, car la première réaction spontanée est la voix de notre véritable nature, et non un masque. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du masque, ce masque nous a protégés. Il nous a permis d'exister en société, d'entretenir nos relations, et nous a ouvert certaines portes. Mais à un certain point, ce qui est protecteur devient contraignant. Lorsque le masque est trop serré, respirer devient difficile. À ce moment-là, il ne s'agit pas d'arracher le masque, mais de s'interroger sur qui se cache derrière. Car, selon Jung, le véritable pouvoir ne réside pas dans la construction d'un masque parfait, mais dans la capacité à reconnaître l'être humain dans son intégralité. Entendre sa voix intérieure ne requiert pas d'attendre une révélation soudaine. Une courte pause suffit. Avant de prendre une décision, il suffit de s'arrêter un instant et de se demander « Est-ce vraiment pour moi ?» Avec le temps, cette voix se fait plus forte, plus claire, et un jour nous réalisons « Elle n'a jamais disparu. Nous avions simplement oublié de l'écouter. » Et, plus frappant encore, l'énergie que nous déployons pour tenter de réprimer cette voix intérieure est incroyablement vaste. Chercher constamment à avoir raison, se conformer aux attentes en toutes circonstances, se préoccuper de ce que l'on devrait être plutôt que de ce que l'on est réellement. Tout cela engendre une lassitude silencieuse mais profonde. Et nous cherchons souvent la source de cette lassitude à l'extérieur de nous-mêmes, dans le rythme effréné de la vie, chez les personnes difficiles, dans les circonstances changeantes. Carl Jung nous montre qu'une part importante de cette lassitude provient de ce conflit intérieur permanent. Lorsque nous commençons à écouter notre propre voix, un phénomène étrange se produit.
la vie ne devient pas plus difficile. Au contraire, elle devient plus compréhensible. Nous discernons plus clairement ce à quoi dire oui et ce à quoi dire non. Nous pouvons plus facilement distinguer les relations qui nous nourrissent de celles qui nous épuisent. Lorsque nous regardons le monde extérieur, nous supposons que ce que nous voyons est la réalité objective. Les choses arrivent et nous y réagissons. Mais Carl Jung a mis en lumière une réalité bien plus profonde. Ce que nous voyons est en grande partie le reflet de ce que nous portons en nous. Notre esprit fonctionne comme un filtre. Chaque jour, nous sommes exposés à des milliers de stimuli, et notre cerveau en filtre la grande majorité, ne retenant que ceux qui correspondent à nos apprentissages antérieurs. Ainsi, en réalité, nous percevons le monde non pas tel qu'il est, mais tel que nous nous attendons à ce qu'il soit. Une personne ayant grandi avec la conviction que la vie est dure remarquera bien plus facilement les difficultés qui l'entourent. Même si des opportunités se présentent à elle, elle ne sera généralement pas la première à les voir, car son esprit n'a pas été entraîné à les rechercher. Une personne qui pense que les gens ne sont pas dignes de confiance cherchera des motivations cachées, même dans les approches les plus sincères, et elle trouvera souvent ce qu'elle cherche, car l'esprit sélectionne les preuves qui le confirment. Il ne s'agit pas d'un défaut de caractère, mais du fonctionnement même de l'esprit. Et Jung ne disait pas cela pour nous culpabiliser. Au contraire, il offrait cette prise de conscience comme une porte vers la libération. Si ce que nous portons en nous façonne si profondément ce que nous voyons à l'extérieur, alors transformer notre monde intérieur est le moyen le plus direct de transformer le monde extérieur. Nous pouvons le constater concrètement dans nos vies. Un enfant constamment critiqué grandit, et même en l'absence de critique, cette voix intérieure continue de le critiquer. Lorsqu'il reçoit un retour d'information au travail, cela peut être vécu comme une attaque dévastatrice, car son esprit a intégré ce schéma depuis longtemps. Ou inversement, une personne constamment soutenue et approuvée inconditionnellement, quoi qu'elle fasse, ne peut pas accepter un véritable retour d'information, car le schéma du « je suis toujours bon » est si profondément ancré en elle que tout ce qui le remet en question est perçu comme une menace. Dans les deux cas, ce qui se passe à l'extérieur est secondaire. Le véritable facteur déterminant est la réalité apprise à l'intérieur. Carl Jung utilisait le concept de projection pour cela. Nous projetons sur l'extérieur des choses dont nous n'avons pas conscience, et nous y réagissons comme si elles provenaient de l'extérieur. Si nous examinons nos principales sources de plaintes, nous y découvrons souvent les traces de problèmes non résolus en nous. En analysant les situations où nous nous sentons le plus impuissants, nous pouvons mettre au jour une croyance acquise, sans cesse renforcée, et qui nous semble désormais réelle. Selon Carl Jung, nous arrivons à la même conclusion, la prise de conscience. Lorsqu'une situation nous submerge ou nous perturbe soudainement, notre premier réflexe est de chercher ce qui s'est passé à l'extérieur. Mais si nous allons plus loin et nous demandons « Qu'est-ce que cela a déclenché en moi ?» nous arrivons à un tout autre niveau. Cette question n'est pas une accusation, mais une investigation. Et cette investigation nous plonge au cœur de notre psychisme, vers des schémas restés inconscients et inexplorés pendant des années, qui pourtant guident silencieusement nos décisions, nos relations et notre vision de la vie au quotidien. La conception de la réalité créée par l'esprit nous libère du statut de victime du destin et nous offre un choix, celui de voir ce que nous portons en nous, de le questionner et de le transformer progressivement. Ce n'est ni facile ni rapide, mais c'est possible. Et peut être que le plus précieux héritage de Jung réside précisément en ceci, l'idée que nous pouvons être les auteurs de notre propre vie. Lorsque notre monde intérieur se transforme avant même que le monde extérieur ne change, nous réalisons plus tard, avec le recul. Le monde est le même, mais nous le percevons différemment. Et lorsque ce regard change, la vie elle-même se transforme. Cette transformation ne requiert ni décision radicale, ni reconstruction totale. Modifier la réalité créée par l'esprit commence souvent par de petits moments de conscience réguliers. S'arrêter un instant après une réaction impulsive et se demander d'où vient cette réaction permet d'atténuer progressivement l'emprise de ce schéma. Car une croyance ne semble vraie que tant qu'elle n'est pas remise en question. Lorsqu'elle est mise en lumière, sa véritable nature apparaît. Cette croyance est une vieille stratégie de protection désormais inefficace. Carl Jung l'exprimait ainsi. Les schémas inconscients commencent à se transformer dès que la lumière de la conscience les éclaire. Ainsi, le simple fait de voir change tout. Les situations qui se répètent sans cesse dans nos vies,
toujours rencontrer les mêmes types de personnes, toujours se retrouver bloqué aux mêmes endroits, toujours éprouver les mêmes déceptions, ne sont pas des coïncidences. Elles sont la manifestation concrète de la tendance de l'esprit à recréer ce qui lui est familier. Et reconnaître ce cycle est le premier pas vers la rupture. L'un des concepts les plus profonds de l'enseignement de Carl Jung est sans doute l'individuation. À première vue, ce mot évoque souvent l'égoïsme ou le détachement social, mais Jung lui donnait un sens bien différent. S'individuer, ce n'est pas se croire supérieur aux autres, c'est accepter sa différence. C'est oser faire taire la voix de la foule et écouter sa propre voix. Ce courage est bien plus rare qu'il n'y paraît, car la plupart d'entre nous avons appris le contraire. Se conformer était rassurant, être différent dangereux, et accepter impliquait de se sacrifier. Jung concevait l'individuation non comme une destination, mais comme un cheminement dont on ne peut dire ni le début ni la fin, car il s'agit d'un processus continu qui se déploie tout au long de la vie. On peut le comparer à l'éclosion d'une fleur. Si on la force à s'ouvrir, ses pétales se déchirent, mais lorsque les conditions sont réunies, elle s'ouvre naturellement à son propre rythme. L'individuation est ainsi faite. C'est une progression vers une plénitude qui existe déjà en nous, à notre propre rythme. Comment ce voyage commence-t-il? Le plus souvent par une rupture. Au cœur de la vie, à un moment où tout semble aller pour le mieux, surgit cette sensation sourde mais persistante. Il manque quelque chose. La carrière est stable, les relations se poursuivent, tout paraît parfait de l'extérieur, mais intérieurement, il y a un vide. Jung ne parlait pas de crise existentielle, mais d'un appel à la croissance. Un signal de la psyché, de l'âme, nous invitant à évoluer vers une dimension plus vaste. Et ceux qui entendent cet appel font généralement l'une de ces deux choses. Soit ils se tournent vers davantage de stimuli extérieurs pour étouffer cette voie, plus de travail, plus de divertissement, plus de vie sociale, soit ils se tournent vers cette voie et se demandent « Que veux-tu me dire ?» Le chemin vers l'individuation commence par cette seconde question. Se la poser exige de sortir de sa zone de confort, car la réponse n'est pas toujours agréable. Parfois, cette réponse nous révèle que ce sur quoi nous avons travaillé pendant des années est en réalité destiné aux autres, et non à nous. Parfois, elle montre à quel point une peur enfouie en nous influence nos décisions. Et parfois, elle nous confronte à l'écart considérable entre la réalité et le beau récit que nous avons construit et la réalité. Mais Carl Jung ne voyait pas cette difficulté comme une punition. Il la définissait comme le prix naturel de la croissance. Chaque défi rencontré dans le processus d'individuation est en fait la mise à jour d'une partie de la psyché qui tente de s'intégrer. Affronter notre part d'ombre, questionner notre personnalité, reconnaître les voies conflictuelles en nous, autant d'étapes de ce processus. Et à chaque étape, nous nous rapprochons un peu plus de nous-mêmes, une version moins imitée, moins validée, mais beaucoup plus authentique. L'individuation n'est pas synonyme de perfection. Jung considérait le perfectionnisme comme l'un des plus grands obstacles à l'individuation. Car le perfectionnisme cherche à éliminer les erreurs, tandis que l'individuation cherche à intégrer en les incluant. Se demander « Qu'est-ce que cela m'a appris ?» Au lieu de se dire « Je n'aurais pas dû faire ça », voilà l'essence de ce processus. Il ne s'agit pas de nier nos faiblesses, mais de les accepter comme faisant partie intégrante de nous-mêmes et de construire sur cette acceptation. Nous ne ressentons plus le besoin de faire nos preuves, car une personne qui s'est individualisée fait confiance à sa propre intuition et non à l'approbation d'autrui. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité. Au lieu de suivre le mouvement, écouter sa voix intérieure est à la fois l'acte le plus courageux et le plus épuisant, car cette voix ne dit pas toujours la solution de facilité. Parfois, elle nous dit de dire non, parfois de lâcher prise et parfois de nous aventurer dans l'inconnu. Et Jung l'a très clairement affirmé. Une personne qui entreprend le chemin de l'individuation ne vivra peu, être pas une vie plus confortable, mais elle vivra une vie bien plus riche de sens. Le sens prime toujours sur le confort, car un confort vide de sens, à la longue, devient la source du malaise le plus profond. C'est précisément pourquoi le concept d'individuation, bien qu'énoncé il y a un siècle, résonne si fortement aujourd'hui. Parce qu'au fond de nous, nous entendons tous cette voix qui nous appelle à la plénitude. Et lorsque nous l'écoutons, nous comprenons que la vie nous accompagne, et non qu'elle nous combat. Nous croyons passer la nuit à dormir, mais notre esprit ne s'arrête jamais. Lorsque nos yeux se ferment, notre inconscient prend le relais et tente de nous communiquer quelque chose dans son propre langage.
Carl Jung a toujours considéré les rêves comme la source d'information la plus importante de sa vie. Il les définissait non pas comme de simples images vides, des résidus digestifs ou des décharges neuronales aléatoires, mais comme le moyen d'expression de la psyché. Cette perspective change radicalement notre approche des rêves, car si Jung a raison, chaque nuit, notre esprit nous laisse un message que nous ignorons souvent, que nous rejetons dans la précipitation du matin ou que nous mettons de côté en pensant « de toute façon, ce n'était que du vent ». Mais si ces messages n'étaient pas dénués de sens, et si ces images étranges, ces scènes récurrentes, ces symboles bizarres, portaient en nous une vérité qui n'a pas encore atteint la conscience. Jung décrivait les rêves comme le langage naturel de l'inconscient, et il affirmait que la logique de ce langage est très différente de celle de nos processus de pensée quotidiens. Notre esprit ordinaire pense de manière linéaire, cause, effet, plan, exécution. Mais le langage des rêves fonctionne de manière symbolique et émotionnelle. Rêver de voler ne signifie pas toujours voler réellement. Cela peut représenter un désir de liberté, une volonté de transcender les limites ou un sentiment de restriction dans un domaine particulier de la vie. Rêver d'être poursuivi ne signifie pas forcément un danger réel, mais plutôt une situation que l'on cherche à éviter. Ce rêve universel de perdre ses dents, cette scène que presque tout le monde vit et au réveil, on se demande qu'est-ce que cela signifiait, peut refléter une peur de perdre le contrôle, une insécurité ou un sentiment d'inadéquation dans un domaine de la vie. Jung ne cherchait pas à déchiffrer ces symboles individuellement, car l'inconscient de chacun développe son propre langage, et un même symbole peut avoir des significations totalement différentes pour deux personnes. Ce qui importe, ce n'est pas la signification universelle du symbole, mais le sentiment qu'il évoque chez la personne, le souvenir qu'il fait ressurgir, l'émotion qu'il déclenche. C'est pourquoi Jung ne réduisait pas l'interprétation des rêves à une formule. Il la concevait comme un processus d'introspection. Il accordait une attention particulière aux rêves récurrents. Si la même scène, le même lieu ou la même sensation ressurgissent dans nos rêves, ce n'est pas un hasard. C'est le signe que notre psyché revient sans cesse sur un problème non résolu. Notre esprit conscient peut ignorer ce problème, le dissimuler, se dire « c'est réglé », mais l'inconscient n'est pas dupe. Et lorsqu'il ne l'est pas, il ressurgit la nuit, posant à nouveau la même question. En ce sens, les rêves ne sont pas une plainte, mais une invitation, des espaces où notre moi intérieur nous dit « regarde ici ». Cependant, les symboles ne se limitent pas aux rêves. Jung affirmait que les symboles façonnent profondément notre quotidien. Il avait remarqué que les mêmes thèmes archétypaux se répétaient dans l'art, la mythologie, la religion et les contes. Le voyage du héros, la figure perdue dans les ténèbres et retrouvée dans la lumière, le vieil homme sage, l'individu en pleine transformation. Ces figures apparaissent sans cesse dans différentes cultures, à travers les siècles, dans des sociétés qui s'ignorent mutuellement. Et selon Jung, il ne s'agit pas d'un hasard, mais du langage universel de l'inconscient collectif. Nous portons tous les mêmes schémas archétypaux, même si nous pouvons paraître différents en apparence. Au fond, nous partageons une expérience humaine commune. Appliquée à la vie quotidienne, cette idée révèle un phénomène fascinant. Les films, les livres et les chansons que nous aimons cessent d'être de simples divertissements. Lorsque nous observons les histoires auxquelles nous revenons sans cesse, les personnages dans lesquels nous nous reconnaissons, les scènes qui nous émeuvent de façon inattendue, nous y trouvons aussi un indice précieux. Car si une histoire nous touche profondément, c'est qu'elle résonne en nous. À cet instant, notre inconscient se voit dans un miroir symbolique. Ces moments de lucidité comptent parmi les plus purs moments d'intuition. Lorsque Jung affirmait cela, il ne suggérait pas de tenir un journal de rêve quotidien, ni de passer des heures à analyser des symboles chaque matin. Il disait simplement « Soyez attentifs ». Cette sensation floue, cette image fugace, cette émotion persistante au réveil, ne la chassez pas immédiatement. Accueillez-la un instant. Demandez-vous « Qu'est-ce que j'ai ressenti ?» La réponse ne viendra peu, être pas immédiatement, mais la question mérite d'être posée. Car, selon Jung, l'inconscient répond généreusement à l'esprit qui lui fait une place. Et ces réponses surgissent aux moments les plus inattendus. Sous la douche, en marchant, juste au moment de vous endormir. Le monde des rêves et des symboles n'est ni mystérieux ni inaccessible. Au contraire, c'est un lieu que nous visitons tous chaque nuit, mais dont nous fermons la porte au réveil. Carl Jung nous dit simplement ceci. Laissez cette porte entr'ouverte de temps en temps.
Ce qui vient de l'intérieur en sait bien plus que vous ne le pensez. Nous avons abordé de nombreux sujets jusqu'à présent. Nos parts d'ombre, nos masques, la façon dont l'esprit façonne la réalité, le chemin de l'individuation, le langage des rêves et des symboles. Et être une question vous vient-elle à l'esprit? Tout cela semble intéressant, mais comment l'appliquer concrètement à ma vie? C'est précisément là que les enseignements de Carl Jung sont le plus souvent mal compris, car lorsqu'on lit Jung, on se dit parfois « c'est une philosophie, une méthode thérapeutique, une curiosité intellectuelle ». Mais quel rapport avec mon quotidien, mes véritables objectifs, mes désirs concrets? Or, la réponse à cette question est en réalité l'essence même de tout. Jung n'a jamais dit « rêvez, affirmez et attendez ». Il a dit quelque chose de bien plus profond et de bien plus difficile. Commencez par regarder en vous, car la raison fondamentale pour laquelle nous ne parvenons pas à créer ce que nous désirons ne réside pas dans les obstacles extérieurs, mais souvent dans les contradictions inconscientes que nous portons en nous. D'un côté, nous disons « je veux réussir », et de l'autre, une vieille croyance tapie dans notre subconscient nous murmure « le succès est dangereux ». D'un côté, nous disons « je veux être aimé », et de l'autre, une petite voix intérieure qui nous dit « je ne mérite pas d'être aimé », influence nos décisions, nos comportements et nos relations. Tant que cette contradiction n'est pas résolue, quels que soient nos efforts, quelle que soit l'efficacité de notre stratégie, nous restons bloqués. Carl Jung a décrit ce phénomène comme une résistance psychique, tandis que notre esprit conscient rame dans une direction, notre inconscient rame dans la direction opposée. Et l'inconscient l'emporte généralement, car il est bien plus fort, bien plus profondément enraciné et bien plus silencieux. Par conséquent, créer ce que nous désirons commence par reconnaître cette résistance. Lorsque nous réalisons que nous sommes constamment bloqués au même point de notre vie, avant de dire « je n'ai aucune chance » ou « je n'ai pas le temps », nous devons prendre du recul et nous demander « y a-t-il une part de moi qui me dit que je ne veux pas de cela ? Ce succès, cette relation, ce changement menace-t-il quelque chose dans mon inconscient ?» Ces questions sont troublantes, certes, mais ce malaise est le signe que le point sensible a été atteint. Et une fois ce point atteint, quelque chose de fascinant se produit. À mesure que le conflit intérieur s'apaise, l'énergie qui rayonne vers l'extérieur s'accroît. La même action, le même effort, produisent des résultats radicalement différents. Car au lieu de lutter contre soi-même, on rame désormais dans la même direction que soi-même. Lorsque l'on applique les enseignements de Jung à la création de ce que l'on désire, un autre concept essentiel émerge, la synchronicité. Par ce terme, Jung décrivait des coïncidences significatives. Rencontrer cette personne à ce moment précis, tomber sur cette page de ce livre précis, voir cette opportunité se présenter au moment même où l'on pense à cette chose précise. Parfois invisible, parfois imperceptible. Ces coïncidences nous révèlent un jour, avec le recul, que les actions entreprises durant ces périodes ont été les moments les plus transformateurs de notre existence. Créer ce que l'on désire commence par vivre en harmonie avec la personne que l'on aspire à devenir. Cette phrase paraît simple, mais elle recèle une immense richesse. Parce que souvent nous ignorons précisément qui nous voulons être, nous connaissons la version que les autres nous ont inculquée, celle approuvée par la société, pour trouver la version qui émane de notre propre voix, de notre essence même, nous devons nous tourner vers l'intérieur. Et tous les enseignements de Jung existent précisément pour faciliter ce voyage. Connaître son ombre, remettre en question ses masques, observer les schémas de son esprit, entreprendre un chemin d'intégration, écouter le langage de l'inconscient. Tout cela n'a qu'un seul but, être pleinement soi-même. Car lorsque l'on est pleinement soi-même, nos désirs cessent d'être de simples aspirations et deviennent le prolongement naturel de notre vie. Ceci conclut notre vidéo. Si vous souhaitez voir plus de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.